Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Zina Talk Show. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sidi Mohamed. Enchanté Zeynep. Enchantée, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Sidi Mohamed, j'ai 22 ans, je suis marseillais. C'est pour ça qu'elle va me faire la misère, vous allez voir après. Mais je suis marseillais, je suis étudiant en licence géographie et aménagement du territoire. C'est beaucoup trop long. Géographie, retenez. Et à côté de ça, je suis dans des associations étudiants musulmans de France et Eloquentia Marseille. Ok, Sidi, tu peux nous dire pourquoi tu es connu par rapport à la prise de parole? Connu, c'est un grand mot. C'est une chose qui me fait peur d'ailleurs. Mais c'est souvent des personnes qui vont relayer, que ce soit des prises de parole que je fais sur les réseaux sociaux, ou notamment lorsque j'ai fait le concours à Eloquentia Marseille, qui relayent parce que j'essaye tant bien que mal de mettre dans mes discours des choses qui se passent dans l'actualité. Pourquoi Eloquentia? Alors, c'est une longue histoire d'amour et de haine. Ça a commencé en 2021. Du coup, c'est l'année où j'ai rejoint un peu le monde associatif. Donc, j'ai commencé par EMF. J'ai fait mon premier concours d'éloquence avec EMF. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte que je kiffais prendre la parole. Genre, moi, j'ai eu des problèmes toute ma vie pour parler, pour m'exprimer, pour faire passer des messages. Et quand j'ai eu l'occasion, là, du coup, avec EMF Panthéon-Sorbonne, je me suis rendu compte que c'était un kiff, en fait. T'as découvert, en fait, à ce moment-là que c'était ce qui te plaisait. De ouf. Et du coup, c'est à cette occasion qu'après, tellement je pouvais plus m'en passer, je suis allé directement sur Internet, je regardais le concours d'éloquence à Marseille. Et je suis tombé sur Eloquentia. Du coup, c'était quoi? Ça devait être un mois après. C'était le premier tour du concours Eloquentia que j'ai fait donc la première fois. Et du coup, je suis arrivé jusqu'au deuxième tour et après, je l'ai refait pour la suite. Ok. Et là, t'es toujours avec eux? Là, je suis toujours avec eux. Du coup, j'ai fait le concours la première fois, j'ai été formé ensuite, puis j'ai refait le concours. Et là, actuellement, je suis secrétaire général de Eloquentia Marseille. Ok. Comme tu es secrétaire général de Eloquentia à Marseille, quel est le conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui veulent venir participer mais qui ont cette peur? Ça va être transmis. Je vais essayer de rester là politiquement correct et pas vous dire bouge-toi, va t'inscrire. Puis sérieusement, en fait, il faut aller s'inscrire dans ces structures-là pour prendre la parole, pour être formé du moins à prendre la parole, parce qu'en fait, quand on regarde, l'éducation nationale est en train de faire en sorte que plus en plus de concours se passent à l'oral. Dans la vie de tous les jours, les entretiens, ça va être des oraux. À la fac ou n'importe quoi, ça va être vraiment axé sur l'oral. Et malheureusement, on se rend compte qu'en France, on a un problème. On n'est pas formé à prendre la parole. Et c'est souvent en fonction de ton cercle d'amis, ta famille, etc. Tu vas avoir plus ou moins les clés. Et malheureusement, ça creuse les inégalités. Et du coup, il faut se rapprocher de ces structures pour avoir les armes justement pour savoir prendre la parole, pour savoir faire une prise de parole. Par rapport au mot inégalité, c'est là où je suis en train de réfléchir à quelque chose. Parfois, on va penser donc qu'une personne, elle sait pas du tout parler, qu'elle est nulle. On va la mettre dans la catégorie de nulle. Alors que pas du tout. C'est juste qu'elle n'a pas eu ce côté de accompagnement, qu'elle n'a pas été formée. Quelle est la bonne prise de parole pour toi? Quelles sont tes méthodes? Je dirais pas qu'il y a une bonne manière de prendre la parole parce qu'en fait, si on veut casser les inégalités, c'est en cassant d'abord ce stéréotype, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont penser que avoir une bonne prise de parole, c'est la faire selon des codes, avoir un vocabulaire extrêmement soutenu, etc., etc. Sauf que la bonne prise de parole, c'est d'abord celle qui est en accord avec nous-mêmes, avec notre intention, avec notre éthique. Et franchement, la meilleure prise de parole que tu puisses faire, c'est celle où tu te dis à la fin, j'ai été moi-même. C'est beau. Non, c'est beau. Et c'est là où on peut mettre même en parallèle le côté authentique. En fait, je pense que la prise de parole, comment moi je peux la voir, c'est que tu te l'appropries. Donc en gros, elle devient la tienne. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Le fond restera le même. Vous allez juste travailler la forme. Exactement. Ok. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu stresses encore? Totalement. Même là, je suis stressé. Ça se voit pas. Je fais que bouger. Il y aurait ma coach là, il m'aurait mis des droites. Non, le stress, il est toujours là. Le stress, il part jamais, en fait. Faut que ce soit un bon stress. Pas forcément. Faut juste que ça soit un stress où tu te dis, il est là. On est obligé de cohabiter ensemble. Donc, je suis obligé d'y aller. Par exemple, je vais faire, un entretien d'embauche. Je vais être obligé de prendre la parole. Donc, le stress, je vais le prendre avec moi. Et limite, c'est ce stress, comme tu as dit, qui va me pousser à faire une belle prise de parole, en fait. Bien prendre la parole en entretien d'embauche, à la fac ou quoi que ce soit. Donc en gros, il nous accompagne toute notre vie. C'est ça. Okay. Jamais il nous quittera. C'est l'erreur que j'ai fait au début, quand je faisais la formation. Pendant 4 semaines, j'avais les lunettes de ski, je voulais pas les enlever, parce que j'avais ce stress. Et il y a que à la 4e semaine que j'ai compris que, en fait, le stress, tu vas l'avoir toute ta vie. Et c'est soit tu arrives à cohabiter avec, soit il va te ronger. Est-ce que la prise de parole, elle change d'un public à un autre? Et est-ce que la personne qui prend la parole change aussi? Je dirais que la prise de parole, c'est pas tellement la prise de parole dans le fond qui va changer, mais plus la forme. C'est-à-dire, tu vas t'adapter en fait au public que tu as en face de toi, tout en gardant le message que tu veux transmettre. Je vais prendre un exemple tout simple. Si par exemple, j'ai envie de parler d'un truc, parler de la cause palestinienne, et j'ai envie de le faire, moi, je sais pas. En fait, si je le fais devant des jeunes, ça va pas être de la même manière que je le fais si je le ferais à la fac. Dans le sens où à la fac, ça va vraiment être des étudiants. Ils vont être là, ils vont vouloir poser des questions, chercher à comprendre. Des fois, ils vont pas être
d'accord avec toi. Donc tu vas vraiment adopter une prise de parole dans le but de faire passer en fait que ce qui se passe en Palestine actuellement, c'est un génocide. Alors que quand tu es avec des jeunes, tu vas plus avoir cette cette posture d'éducation. C'est-à-dire peut-être ils ont pas entendu parler de la Palestine, peut-être ils en ont entendu parler, mais ils ont pas forcément les dates clés, ce qui s'est passé, qui a commencé. Et du coup, c'est dans la posture que ça va changer en fait. C'est la manière que tu vas construire ton discours, ton message, comment tu vas l'agencer pour que ça donne ce que tu veux donner. Ok, donc en gros, on s'adapte face à chaque public. C'est ça. Tu nous as parlé tout au début par rapport à ton parcours sur la géographie. Pourquoi la géographie? Franchement, c'est une question, même moi, à l'heure actuelle, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre parce que j'ai vraiment eu un parcours d'études compliqué. Du coup, moi, j'ai fait un bac ES. À la fin du bac ES, moi, je voulais vraiment faire de l'argent. Et je suis tombé dans ce truc où je veux absolument faire de l'argent. Donc, j'ai fait un BTS comptabilité et gestion. Parce que j'avais mon grand-père, paix à son âme, qui m'en parlait. Et du coup, je suis allé dans la comptabilité et gestion. Sauf que ça me plaisait pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Donc, j'allais en cours pour faire acte de présence ou pour faire hala avec ma classe. Mais, N'écoutez pas ce qu'il dit. Ouais, n'écoutez pas. Très mauvais exemple. Très mauvais exemple. J'y allais vraiment pour rigoler et tout. Et du coup, après ces 2 années où j'ai raté mon BTS, j'ai fait une année de pause. C'est là où du coup j'ai refait la formation Eloquentia et j'ai refait le concours. Et pendant cette année de pause, j'ai travaillé. Et finalement, je me suis rendu compte que les études ça me manquait en vrai. Et donc c'est à partir de là où, pendant mon année de lycée, la matière qui m'a le plus plu, c'est histoire et géographie. Donc je me suis dit, on va continuer en histoire et géographie. J'ai fait une L1 histoire et géo. Et là, vu que la géo ça me plaisait plus, là je me suis en L2 en géographie. Par rapport à ce que tu viens de nous raconter, t'as dit que ton BTS t'a échoué et que t'as fait une année sabbatique et puis après ensuite ça t'a permis de rebondir. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, de l'échec? Franchement, l'échec de prime abord, c'est quelque chose qui fait mal. Pas dire le contraire, moi, quand j'ai fait mon année sabbatique, tu sais, t'as pas que toi, t'as ton entourage qui te met la pression. Ouais, ne fais pas une année sabbatique. Ouais, mais d'accord, va trouver un travail. Ouais, mais si tu veux pas travailler, va faire des études. Ouais, donc c'est vraiment une pression. Et donc, en plus de l'échec, t'as tout ça accumulé et ça fait vraiment beaucoup. Mais en fait, je pense que des fois, dans notre vie, l'échec, il est nécessaire. L'échec, il est nécessaire pour pouvoir nous permettre, comme, c'est un exemple parmi tant d'autres, qu'on puisse mieux rebondir. Et c'est comme ça, on n'a pas de destin. Comme je suis musulman, je crois en Dieu, donc je sais que c'est Allah, il a fixé mon destin. Si j'ai pas réussi un truc, c'est que ça m'était pas destiné, donc je vais trouver autre chose. C'est bien. Qu'évoque pour toi le mot engagement? Côté perso et pro. En fait, c'est large et c'est un mot qui est d'autant plus important pour moi et je dirais même pour tout être humain en quelque sorte parce que déjà quand tu prends un engagement qu'il soit sur le plan perso ou pro, t'engages à le tenir jusqu'à la fin. Et comme on dit chez les musulmans, c'est une amana, c'est un dépôt que tu prends et tu t'engages à respecter au mieux ce dépôt. Je dis pas que tu dois mettre ta santé mentale à mal pour vraiment respecter ce dépôt. La relève, si vraiment à un moment donné tu peux plus le supporter, tu le laisses de côté. Je le prends vraiment comme un truc à vraiment respecter et sur le plan perso, ça va être d'autant plus bouffant, on va dire entre guillemets, que sur le plan pro. Parce que sur le plan perso, quand c'est un engagement avec de la famille, avec des amis, j'englobe dans le perso l'associatif parce que pour moi c'est pas tellement du pro. C'est vraiment un truc où tu vas vraiment y mettre de tes tripes parce que souvent ça va être consacré à des choses qui te tiennent à cœur. Ta famille, dans un combat, que ce soit pour l'égalité des chances ou peu importe le combat, c'est vraiment un engagement qui va te tenir à cœur et limite tu peux te rendre malade pour ça. Moi, je peux même en mourir, j'allais dire. Ouais, non, c'est vrai, il y a des gens qui, voilà, se forcent et ils supportent pas et voilà. Je sais que moi, des fois, ça m'est arrivé dans des engagements de vraiment ressentir ce truc où je voyais que je me laissais moi de côté pour maintenir cet engagement et comme lui-même se faire souffrir, il recommence tous les jours. Mais dans le côté pro, ça a ce même sens. Je sais que dans le côté pro, moi, personnellement, je mets pas autant ma vie au milieu. Je dirais que ça a le même sens, mais avec des limites. Ouais, exactement. Exactement, parce que t'es confronté, par exemple, c'est dans le pro, t'es confronté à un patron, t'es confronté à des collègues de travail. Donc, comme t'as dit, il y a des limites. Tu sais que, par exemple, si tu te sens mal au travail, tu vas en parler soit à ta hiérarchie, soit tu vas en parler à tes collègues pour qu'ils essayent de prendre un peu plus de travail et que toi, tu puisses te mettre un peu plus en retrait. Donc, tu vas réussir à mettre des limites, mais dans le plan perso, c'est plus compliqué. T'as fait la transition avant que je fasse ta transition. T'as parlé d'associatif. Si t'es autant engagé, donc niveau perso, pro, dans l'associatif, raconte-nous, en fait, à quel point t'es engagé. Pourquoi? Alors, déjà, moi, personnellement, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, je dis pas que je suis vraiment engagé. On est tous engagés, on va dire, à la hauteur qu'on peut, mais malheureusement, on le sait, ça sera jamais assez par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je vais parler, par exemple, moi, je suis marseillais à l'échelle de Marseille, je vais aller plus haut à l'échelle de la région, à l'échelle de la ville, à l'échelle du pays ou à l'échelle du monde. Il y a tellement de causes dans lesquelles on pourrait s'engager, on devrait, mais force est de constater qu'on doit aussi prioriser les combats quelquefois et se dire qu'on peut pas tout corriger. Après, moi, personnellement, je me suis engagé dans des assos qui, dans un certain contexte, me ressemblent, que ce soit sur les assos, même dans le côté pro. Par exemple, le côté Eloquentia, je sais ce que ça fait de être muet devant un public parce qu'on n'arrive pas à dire des mots. Je sais ce que ça fait de ne pas parler parce qu'on a peur des moqueries, etc., etc. Et c'est ce que j'essaye au mieux de combattre maintenant depuis que je suis de l'autre côté, du coup, depuis que je suis secrétaire général, aux côtés des personnes qui viennent prendre nos formations. Avec UMF, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose dans le sens où on a des étudiants qui viennent nous voir, des fois, ils ont des problèmes de fin de mois. Ils ont pas de quoi manger à la fin du mois. C'est des choses que j'ai connues aussi, tu vois.
vois. Il y a aussi l'aspect défense, notamment tout ce qui concerne l'islamophobie, etc. Je suis musulman, donc je me sens un minimum concerné. C'est vraiment des combats, on va dire, dans lesquels je me ressens. Et même là, il y a 2 mois, je faisais éducateur dans un foyer. On y reviendra après. Mais vas-y. Pareil, éducateur dans le foyer, c'était la même chose. Parce que le social, ça m'a toujours plu. Je vais pas dire que je ressemblais à tous les jeunes, mais j'ai eu des problématiques dans ma vie. Je sais c'est quoi aller au Resto du Cœur. Moi, j'y allais comme si c'était Grand Littoral, comme si c'était Carrefour, mais non, c'était Resto du Cœur. Je sais c'est quoi les problèmes de logement, l'insalubrité. Donc ouais, c'est des problématiques que j'ai connues et que j'ai connues avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que je me suis ressenti rapidement dans ce métier et je me suis dit, tu sais, ça m'a fait du bien d'aider, tu vois. Bravo, tu m'as ému. Non, bravo. Avant que je pose la dernière question et qu'on passe la transition pour le jeu, j'ai connu Cédji à Marseille, à l'événement Marseille en grand. Ça, c'est une petite anecdote. J'étais toute la journée donc bénévole. Donc, on était invités et bénévoles. J'étais fatiguée, moi, après le défilé de mode, j'étais fatiguée. Et quand il y a eu le moment, en fait, de la scène, il y a tout le monde qui montait et tout. Donc d'un moment, j'ai voulu aller m'asseoir. Je voulais aller tout au fond en fait de la pièce et m'asseoir par terre. Et il y a Salim, que je ne présente plus, mon chapeau, qui me dit non, reste. Il a une bonne prise de parole. J'ai aimé. Ouais, non, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis restée, j'ai écouté. Donc, je t'aurais pas écouté, je t'aurais loupé. Non, vraiment, t'as une belle prise de parole et t'as une belle histoire. Merci de parler à cœur ouvert. Merci à toi. Voilà. Juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit. Déjà, merci beaucoup Salim pour la vidéo. Merci beaucoup mon frère. Et l'anecdote sur le texte, en fait, le texte, c'était même pas un texte que j'avais fait, c'était un texte que j'ai préparé 10 minutes avant. Voilà. À quel point il est pro, à quel point, il y a une bonne prise de parole. Voilà. En fait, je m'étais mis au défi, comme Iman Dététer de Marseille, il m'avait dit, il y avait une scène ouverte. J'ai réfléchi, je me suis dit, si j'arrive à faire le texte avant la scène ouverte, je le fais. Si j'arrive pas, alors c'est comme ça. Et finalement, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à parler de ce que je voulais. Et franchement, ça m'a fait super plaisir et merci beaucoup, Zainab. C'est vrai, avec plaisir. Et dédicace à Imen. Dernière question. Où se verrait Cédji dans 5 ou 10 ans? Wow, c'est une dinguerie. Je vais réfléchir. Dans 5 ou 10 ans. Perso et pro. Vas-y large. Prends la question comme tu veux. En fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, on va dire ce qui me permet, tu vois, les matins, je me réveille, je me dis, je suis bien dans ma peau, etc., c'est de me dire que, là, j'arrive à être utile. J'arrive à être utile autour de moi, que ce soit dans le perso, que ce soit dans le pro, j'arrive à être utile. Et des fois, c'est même, tu sais, des fois, j'ai même pas, on va dire, dans ma tête, l'intention, quand je vais répondre à une personne ou quoi, de me dire, je le fais dans le but d'être utile. Mais après, quand je réfléchis, je me dis, ça lui a quand même permis de ci, de ça. Bien sûr, de manière tout à fait humble. C'est vraiment dans ça que je me verrai dans 5 ou 10 ans, dans un métier où je pense rester engagé et j'espère dans l'associatif et toujours dans des assos, on va dire, qui touchent au combat des inégalités, qui est réfugié, tout ce qui est vraiment des combats qui me touchent. Dans le plan professionnel, là, je fais des études pour faire des études, justement pas. Là, je suis dans ma licence, juste pour écouter les cours parce que ça me plaît trop. Et je me suis pas dit, à la fin de la licence, je vais faire tel métier. Tu vois ce que je veux te dire? Tu cherches encore? Je me cherche encore. Forcément, quand tu vas en licence histoire et géographie, le premier débouché, on va dire, c'est faisant d'histoire. Pas que, hein. Ouais, il y a d'autres débouchés. Pas par rapport au métier. Parce qu'on en parlait juste avant qu'on commence l'interview. C'est pas peut-être par rapport à tout ce qui se passe, en fait, sur l'actualité, par rapport à tout ce que t'aimes prendre, en fait, par rapport aux prises de parole, que c'est peut-être pour ça que t'aimes ça. Je pense aussi. Je sais pas. Je pense aussi parce qu'en fait, dans ce cursus que je fais, du coup, depuis l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, du côté histoire, on apprenait, tu vois, l'histoire de France, l'histoire d'Europe. Et même à travers ça, j'ai pu me dire, encore une fois, je suis musulman et je le dis encore une fois parce que j'en suis fier. Et en écoutant l'histoire d'Europe, par exemple, je me rends compte que quand même, ils ont oublié l'histoire en parlant des musulmans et tout ce que les musulmans ont apporté à l'Europe. Et ça, je l'avais écouté dans une conférence à Marseille, d'un auteur qui s'appelle Othman Hani. Et il avait fait, il nous avait évoqué, tu vois, un peu ça, ce que les musulmans ont apporté à l'Europe, à l'Andalous, etc. Il y avait vraiment des universités islamiques et toute l'Europe allait s'abreuver aux côtés de ces universités. Et après, ils revenaient en Europe pour vraiment diffuser, etc. Et c'est pas que, tu vois, des sciences islamiques, c'est vraiment des maths, des physiciens. Il y avait vraiment énormément de bons professeurs musulmans. Et du côté géographique, on apprenait la culture selon les positions géographiques, la population, comment la population se brasse, les conflits, on avait de la géopolitique. Donc c'est vraiment tout cet aspect, en fait, qui m'a plu. Et pourquoi pas faire un master en géopolitique pour voir un peu plus. Mais toujours à côté en ayant soit des personnes, soit des professeurs à côté qui me permettent de garder, voilà, ce rapport entre ce que j'apprends et ma religion. Parce que c'est important aujourd'hui de faire ce lien pour déjà se dire être fier d'être musulman dans le monde dans lequel on est actuellement. Et surtout, pour garder, voilà, se dire, ok, il y a eu ça, mais avant les musulmans ont fait ça aussi. Les musulmans ont travaillé sur ci, sur ça, tu vois. Pour vraiment comprendre, il y a un récit qu'on essaye d'effacer, tu vois, et se le réapproprier pour pouvoir le propager à nouveau. Ok, en gros, c'est j'apprends ça, mais n'oublie pas ça. Exactement. Ok. Et perso?
Perso, comme je t'ai dit, je préfère vraiment ce qui me tient à cœur. En fait, si tu veux, quand j'étais au lycée, j'avais vraiment réfléchi au côté social, faire éducateur spécialisé, mais ce qui me bloquait, c'était le salaire. Parce qu'à cette période, je pensais à argent. Je vais pas te mentir, j'étais tombé dans ce truc où je pensais à argent parce que voilà, l'histoire fait que, la famille fait que. Si t'es dans ce truc où à tout prix tu veux sortir ta famille des problèmes qu'il y a eu avant, donc tu penses argent. Quand j'ai vu le salaire d'un éducateur spécialisé qui passe de, moi personnellement, quand je travaillais, j'avais pas le diplôme, j'étais à 1300, on va dire. Un éducateur spécialisé diplômé, il va toucher 1800, 1900. En ayant fait ce travail 2 mois, et en ayant discuté avec les collègues, je me suis rendu compte que c'était pas, comme l'éducation et les métiers du social ne sont absolument pas valorisés. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire un temps, mais pas toute une vie, parce que malheureusement, c'est pas valorisé. Après, c'est dur dit comme ça. Vraiment, quand j'ai fait les 2 mois, c'est vraiment pas le salaire qui m'a bloqué, là. J'avais fait l'an passé, chauffeur-livreur Amazon. J'étais mieux rémunéré. Mais là, quand j'ai vu l'offre qui s'est proposée à moi, qu'un frère m'a proposé parce qu'il travaillait là-bas, ben, je me suis dit, je vais saisir ma chance. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Tu es là, tu es avec les jeunes, tu leur fais passer un bon moment, tu discutes avec eux de leur avenir, tu essaies de leur apporter les clés, tu vois. Bien sûr, toujours humblement, sans se dire qu'on est supérieur à eux, tu vois, parce que dans l'histoire, quelque part, même eux m'ont appris beaucoup de choses, tu vois. C'est du donnant-donnant, en fait. Exactement. Donc voilà, dans le social, toujours, je me vois bien rester dans le social, en perso, et pourquoi pas réitérer des expériences dans des foyers. Ok. Bah, je te le souhaite. Je te souhaite de te retrouver déjà, niveau parcours pro. J'espère, hein, Et je te souhaite que tout ce que tu veux, en fait, se réalise. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire une transition. On se retrouve après pour le jeu. Bon, maintenant, on se retrouve pour la deuxième partie. C'est la partie jeu. Est-ce que t'es prêt? On verra. Donc, en fait, là, il y a des papiers. Il y en a 7 en total. Sidi, il est obligé d'en prendre minimum 3. Ensuite, au fur et à mesure, s'il me dit qu'il veut rajouter, il peut. Ce qu'il y aura écrit sur les mots, il les lit d'abord dans sa tête. Ouais. Si tu veux en parler, on débat dessus. Si tu veux pas, tu peux me dire joker et tu reposes. Ok. Voilà. Mais chaque joker, ça va être un cadeau pour moi. Non, je rigole. Elle m'en a fait un en plus. Elle m'a fait un magnifique, incroyable. Marque-page. C'est un amoureux, un passionné des livres. Ben voilà. Tu commences par ce que tu veux. Ah, vous avez zoomé, vous avez pas vu c'est lequel le meilleur? Non. Peut-être tu vas tous les faire, hein. Ouais. Si tu vas débattre dessus, tu le lis à voix haute. Ok. Il y a marqué Free Palestine. Qu'est-ce qu'évoque ce mot pour toi? Et déjà, dédicace, regardez le maillot qu'il t'a mis, regardez le t-shirt qu'il t'a mis. Avec Palestine. Moi, j'ai mis ça quand même. J'ai le bracelet avec la pastèque, donc Free Palestine. On est cordes à Free Palestine. C'est un frère, ils l'ont offert. Mais à premier degré, en lisant tout ce qui a marqué Free Palestine, j'ai pensé directement à une figure, on va dire, de la résistance palestinienne, tout le monde qui milite pour le droit des Palestiniens, c'est Ahed Tamimi. Elle est passée à la télé plusieurs fois. Elle a été emprisonnée il y a pas très longtemps, puis relâchée. Pourquoi je pense à elle? Parce que c'est une jeune, elle doit avoir la vingtaine, un peu plus. Et elle a été connue, tu vois, dès enfant. Dès enfant, je pense qu'on a tous plus ou moins vu cette vidéo où elle est blonde. Elle était en train de s'opposer à un soldat de Tsahal. Je sais pas pourquoi, mais en lisant, ça m'a directement fait penser à elle. Et du coup, il y a eu l'épisode où elle a été emprisonnée il y a de cela quelques mois quand même, puis relâchée. Et comme tous les prisonniers palestiniens, on voit la différence où il y a un avant-après. On voit qu'elle a été marquée quand même par son passage dans les geôles israéliennes, comme tous les prisonniers palestiniens finalement. On voit qu'il y a des traumatismes. Il y en a, ils se font enlever dès qu'ils sont enfants, avec tout ce qu'on connaît qui s'est passé dans les prisons, par des chiens, par des matraques. C'est terrible. Free Palestine. Free Palestine. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes sur les réseaux qui parlent pas de cette cause? Comment tu pourrais faire passer un message? Fais passer le message que tu veux faire passer. Pas que sur les réseaux. Pour rester, on va dire, axé sur la prise de parole et qui, je pense, est le principal truc à faire parce que on aimerait faire énormément de choses, mais on n'a pas les moyens. Ou parfois, on va avoir peur des répercussions qu'il peut avoir. Et si on reste axé sur le moyen le plus, on va dire, simple à faire, c'est prendre la parole pour les Palestiniens. Après, malheureusement, on l'a vu là récemment avec l'infirmière qui était partie en Palestine et qui est revenue en France. Elle s'est faite arrêter parce qu'elle a pris la parole pour la Palestine. Ils ont voulu l'intimider, ils l'ont relâchée par derrière. Elle a dit qu'elle n'arrêterait pas. Mais à toutes les personnes qui sont suivies par des milliers et des milliers de personnes, franchement, n'ayez pas peur. Si vous êtes content de la communauté qui vous suit, vous savez très bien qu'ils seront derrière vous si vous prenez la parole. Et au pire, il y a des personnes qui vont vous lâcher. Mais quand on regarde le génocide qui est en train de se passer en Palestine, vaut mieux que ces personnes vous lâchent maintenant que ce soit plus tard. Vaut mieux que vous assumez qui vous défendez. Et comme ça, ces personnes vont vous lâcher pour ce que vous êtes. Et pas parce qu'un jour vous allez faire un truc de travers, on se dira on va le lâcher maintenant. Prenez la parole parce que c'est triste, hein, mais Macron il prend bien la parole lui pour dire qu'il est en accord avec ce qui est en train de se passer. Il donne bien de l'argent pour que Israël continue à acheter des missiles pour toujours plus bombarder les Palestiniens. Si nous on prend pas la parole, Macron il parle à notre place. Free Palestine. Free Merci. Palestine. Je pensais qu'on allait finir avec celui-là. Au final, on a débuté. Waouh, celui-là c'est une dinguerie.
Un mot sur toi. Il y en a plein qui me viennent, mais le premier, on va dire que je vais prendre, c'est dur. Dur parce que je suis quelqu'un qui est dur avec les autres et dur avec moi-même. Ah bon. Ouais. Tu sais, des fois, c'est des personnes que j'aime, que j'apprécie, mais je peux vraiment être dur au point où, tu vois, risquer de les perdre, etc. Et pourquoi t'hésitais? J'hésitais avec plein de mots, mais qu'ils étaient beaucoup moins... Dur. Non, beaucoup moins sympa que ce que je viens de dire. Mais du coup, on va rester sur ça, du coup, dur. Après, c'est aussi parce que je suis dur avec moi-même. Pourquoi c'est dit il est dur avec lui-même? Du coup, on est chez le psy. Pourquoi si j'aimais dur avec lui-même parce que des fois je m'impose des trucs à moi que je ne devrais pas m'imposer, tu vois. Dans le sens où je vais prendre la cause palestinienne, toujours. Et je vais être dur avec moi-même parce que je pense que je ne fais pas assez, que je pourrais faire plus. Sauf que quelques temps après, je vais réfléchir et je vais me dire non, j'ai des limites, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est comme ça avec plein de choses et notamment avec le fait aussi que je suis quelqu'un qui préfère qu'on me dise mes points négatifs que mes points positifs. Comme ça, je peux m'améliorer. Et je suis quelqu'un qui préfère qu'on me dise les négatifs parce que j'aime pas les compliments. Genre, ok, c'est dit, il est gentil, bien, c'est bien. Ça va pas te permettre d'avancer en fait. Exactement. Je suis d'accord. J'ai eu pendant ma formation qui est déterminée hier un coaching. Les échecs, tous les mots négatifs, c'est ce qui va permettre en fait à la personne de rebondir et d'avancer. Tandis qu'en fait les réussites, au bout d'un moment, comme j'avais dit même avec l'épisode avec Zedix, ça va pas nous permettre d'avancer. C'est beau, mais quand on va arriver en fait à la limite des objectifs, à la limite des réussites, des belles choses, on va rester en fait comme ça. C'est comme si on arrive en haut d'un sommet et qu'on va regarder en fait tout en bas. Tandis que les échecs et tout ce qui va être négatif, comme je disais, ça va nous permettre d'avancer. Et comme on dit en arabe, je vais le dire en arabe et je le traduirai. Écoutez les paroles qui vont vous faire pleurer, n'écoutez pas les paroles en fait qui vont vous faire rire. Voilà, c'est un proverbe. Incroyable. On passe à la suite. Ah, il est bien celui-là. Islamophobie. Pourquoi il est bien? Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait la formation à Eloquentia, je me suis rendu compte que j'aimais écouter les discours d'une personne et j'aime vraiment les écouter, tu vois. Je mets le discours, je l'écoute parler, je l'écoute, genre je me dis, oh, incroyable ce qu'il dit. C'est Éric Zemmour. Incroyable parce que je sais que tout ce qu'il dit c'est des bêtises, mais la manière dont il emmène, la manière dont il va parler aux gens, je me dis mais je comprends que les gens ils tombent dans son panneau en fait. Quand tu écoutes Éric Zemmour et que tu n'as pas la finesse on va dire d'aller voir au-dessus, d'aller par exemple parler avec des musulmans, tu fais que écouter BFM TV ou CNews, au lieu de je sais pas, au lieu d'aller parler avec un musulman tu préfères parler avec Pascal Pro, ben je comprends parce que Zemmour vraiment il a un parler incroyable, genre vraiment j'écoute ses discours et je me dis faudrait que j'utilise un peu les mots de Zemmour pour les mettre, mais de manière générale l'islamophobie ça gangrène notre pays, je pense qu'on le voit tous. Bon, moi je suis un homme musulman, j'ai constaté, et c'est constatable dans la société, que c'est d'autant plus difficile pour les sœurs, que ce soit les barrières pour les emplois, à l'école, on fait des lois qui sortent, il faut une loi, on se dit on va pas voir pire, mais si on voit pire, loi Abaya, tiens un ministre de l'Intérieur qui se permet de dire ouais il y a des jeunes filles qui sont venues me voir et ils m'ont remercié. J'aimerais vraiment qu'ils me disent il y a qui le remercie. Mais mis à part ça gangrène vraiment notre pays. Bon, je suis personne, pour toutes les personnes qui ont envie que ce pays s'améliore et que ce pays reprenne sa lumière entre guillemets, il faut vraiment qu'on s'engage et qu'on lutte contre l'islamophobie. De la même manière qu'il faut qu'on s'engage et qu'on lutte contre d'autres thématiques. Là il y a marqué islamophobie donc on va rester sur l'islamophobie, mais parce que c'est frappant comme année après année on restreint les droits des musulmans. On a des politiques qui combattent pour essayer d'avoir de nouveaux droits. On a des musulmans qui eux combattent pour conserver les droits les plus basiques, tu vois. Bravo. On passe au suivant. Ça va jusqu'ici? Ouais, ça va. Hein. Ok. Ah, ça c'est Eloquentia. Je vais parler que de Eloquentia Marseille. Ça a été une aventure incroyable. J'ai commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, en 2021, premier concours. J'ai découvert, tu vois, la vibe Eloquentia et tout. La présidente qui était à l'époque, Bouchra, est encore la présidente aujourd'hui. Et vraiment, j'ai découvert la vibe, bon délire, etc. Donc, je me suis dit que j'allais faire obligatoirement la formation. L'année suivante, j'ai été pris pour la formation. J'ai fait la formation 60 heures, donc la formation intensive. Ça a été très dur. C'était que du mental. Et puis, j'ai refait le concours. La première fois, je suis allé jusqu'au deuxième tour. Après la formation, je suis allé jusqu'en demi-finale. Même dans la vie de tous les jours, je remarque que, tu sais, j'arrive mieux à parler, tu vois. J'aurais pas fait Eloquentia, j'aurais pas pu être là. Ça va passer. Franchement, je serais pas avec toi là. Merci Eloquentia. Merci beaucoup Eloquentia. Et même, tu sais, de voir comment c'est un vrai projet derrière Eloquentia Marseille, qu'on est là vraiment pour accompagner tout le monde, qu'on le fait vraiment de bon cœur, sans barrière, sans laisser une personne sur le côté. On le fait vraiment pour toutes et tous. Franchement, c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je suis resté secrétaire général et pas partie dictature. Oh, au suivant. Oh, j'ai répondu à tout. Voilà. Oui, jusqu'ici, il s'est pas arrêté, on avait dit 3 minimum. La France. Liberté, égalité, fraternité. Et ça a été fait exprès. Hein. Quand tu vois le mot la France et la devise, qu'est-ce que t'en penses? Il y a un petit problème quand même, hein, parce que c'est pas les devises du moins qu'on ressent actuellement en France. Ouais. On ressent pas la liberté, on ressent pas l'égalité, on ressent pas la fraternité. On peut illustrer ça par liberté, on voit comment les droits se restreignent. Bon, tout à l'heure c'était l'islamophobie, maintenant on peut parler
par exemple des habitants des banlieues, Oui. en général même. Je vais prendre une phrase qu'un journaliste a un jour dit sur un plateau télé et qui me montre à quel point on est vraiment dans un pays dans lequel il n'y a pas d'égalité. Je crois que c'est Riolo. Mais c'est Riolo qui a dit que donc c'était un débat sur les prisons et il s'est permis de dire que les prisonniers étaient sous-hommes. Pas sous-hommes, pardon. Pardon, je corrige, sous-citoyens. Je me rends compte qu'en fait, on n'y est pas. Considérer des prisonniers en étant des sous-citoyens. Quand je me fais mon interprétation, c'est donc on est en train de légitimer le fait qu'ils sont entassés comme des poulpes dans des prisons, le fait qu'il y a des prisonniers qui se suicident, il y a des prisonniers qui n'ont pas l'accompagnement qu'ils devraient avoir. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait pour aller en prison, tu vois. S'ils sont en prison, c'est qu'il y a une raison. Mais à l'heure actuelle, au lieu de dire que c'est des sous-citoyens, on devrait mettre plus de choses pour les accompagner pour que justement, ils soient fiers d'être citoyens. C'est ça. Et ils soient fiers d'être français aussi. Et fraternité. Je sais même pas quoi dire parce que ça se ressent pas en fait. Les seuls endroits où en général on va ressentir la fraternité, c'est quand tu vas aller dans une banlieue et tu vas voir de la fraternité entre les habitants. Qu'ils soient blancs, noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Tu vas ressentir cette fraternité, ils vont être là pour s'aider entre eux. Tu vas dans des villes, tu ressens pas cette fraternité. Et c'est ce que j'allais dire, j'attendais de voir ta réponse. C'est pas une généralité non plus. Et c'est bien que ce soit pas une généralité. Parce que moi, qu'est-ce que je dis parfois, c'est que je suis d'accord sur le fait que tu dépasses les banlieues, il y a personne, il n'y a pas ce côté fraternité. Quand on se pose et qu'on réfléchit un peu, on va ressentir juste ce qu'on veut voir. Donc en vrai, si on veut pas les voir, en fait, ces autres personnes-là, ben on s'arrête à ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Ça existe, ça n'est pas à 100%, mais ça existe. On espère que la France retrouvera ses valeurs et sa lumière, parce que c'est un très beau pays, mine de rien, qui a un passé, malheureusement, qui jusqu'à présent essaye de nier. Je parle de la colonisation en Algérie, je parle d'énormément de choses que la France essaye de nier. La France devra passer pour accepter son passé pour pouvoir construire son futur. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra renouer aussi avec la jeunesse des banlieues et avec la France en général. Foyer. Que tu peux préciser maintenant? Ouais, j'ai précisé. On fait pas comme si on savait pas. Okay. Je travaillais cet été pendant 2 mois dans une MEX et du coup je travaillais sur la structure internat et ça a été l'une de mes expériences professionnelles les plus belles. J'ai fait pas mal de travail jusqu'à maintenant. C'était vraiment des travaux. J'ai travaillé dans le chantier, j'ai fait de la caisse, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait chauffeur-livreur. Mais vraiment cette expérience a été la plus belle. Et bon, la plus dure aussi émotionnellement, vraiment. Que dire. En fait, ça a été une belle expérience parce que déjà, c'est toujours dans la continuité de voilà, je vais être utile aux autres. Et ça a été dur un peu mentalement, hormis sur le fait que voilà, il y avait eu des problèmes dans l'équipe de travail. Ça a été dur mentalement parce que justement, si tu veux, tu es confronté à des jeunes, tu sais, tu lis leurs dossiers, etc., etc. Tu vois un peu leur histoire et c'est dur, tu vois. C'est dur parce que des fois, tu te dis pourquoi, tu te demandes. Après, la râle, tu vois, c'est comme ça, mais c'est dur à encaisser. Moi, de mon point de vue, j'espère avoir fait, tu vois, le maximum que je pouvais donner. Et c'est le plus important, tu vois. Est-ce que, je veux en fait qu'on reste sur ce mot-là, est-ce que tu pourrais nous dire une anecdote ou quelque chose qui t'a vraiment marqué et le souvenir le plus beau? Je vais commencer par le souvenir le plus beau. Okay. En fait, il y avait une jeune, moi j'ai ma petite sœur qui était scolarisée en IME, institut médico-éducatif, qui ressemblait à ma sœur un peu sur plein d'aspects. Et si tu veux, c'était vraiment incroyable parce que c'était... Tu sais, moi je voyais ma petite sœur, tu vois. Bon, forcément, je devais garder la posture d'éducateur, savoir mettre les barrières quand il faut. Il y a eu le côté empathique. Ouais. Je l'ai eu avec tous les jeunes, mais avec elle aussi. Des fois, je me rappelle, quand on était dans la cuisine et tout, on était en train de faire la cuisine. Et je vois, elle a des oreilles de lapin sur sa tête. Rose en plus. Je lui ai pris pour l'énerver, je les ai mis, j'ai fait la cuisine comme ça et tout. C'était trop drôle. Vraiment trop beau souvenir. Il y a aucun inverse? Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est sur les foyers de manière générale, Okay. c'est de voir comment c'était travaillé en fait. Si tu veux, l'analyse que je me suis fait, après c'est pas une analyse de pro, c'est pas une analyse très poussée, c'est ce que je me suis fait en 2 mois. C'est que j'ai l'impression qu'on travaille, j'en avais parlé avec une sœur psychomotricienne, et j'avais vraiment ce truc qui me... J'ai l'impression que les enfants, en fait, on les travaille à la chaîne. Tu sais, il y a le film de Charlie Chaplin où il est là, il travaille à la chaîne dans le musée. Tu vois, c'est quoi? J'avais vraiment l'impression que les jeunes, on les travaille à la chaîne, dans le sens où le jeune, il arrive, on le travaille, il part. Un autre, il arrive en... Il n'y a pas le côté humain? Je trouve qu'il manque un peu de côté humain. C'est pas de la faute des éducateurs, tu vois, mais je pense que c'est l'institution. C'est l'institution qui n'est pas à changer totalement, mais qui du moins a réformé. Et ouais, c'est ce côté qui m'a marqué. Parce qu'en réalité, tous les éducateurs avec qui j'ai travaillé avaient envie de faire plus. Moi, le premier, j'avais envie de faire plus, sauf qu'il y a des trucs que je peux pas faire. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Tu ne peux pas parler de religion avec les jeunes. Alors que, de mon point de vue, un jeune qui est en foyer, il est en construction de son identité. Il n'a pas eu cette chance, tu vois. Il y en a, ils n'ont pas eu cette chance de la construire avec leurs parents. Donc, ils sont en train de construire leur identité dans un foyer avec toi. Et quand tu as des musulmans, etc., ne pas leur parler de religion, ce serait leur enlever un truc de leur identité, tu vois. Il en reste un. Il en reste un. Ah, c'est un faux sujet, ça. Les réseaux sociaux. Et tu vois, il y a 2 émojis. Hein. Il y a un qui sourit
Et un cas inverse. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, personnellement, ça me fait peur parce que j'en ai discuté avec plein de frères, tu vois. Mais en tant que musulman, il y a ce truc où on va devoir répondre de tout ce qu'on a fait. Et il y a un frère qui m'a donné une très belle image. Il m'a dit limite, aujourd'hui, c'était une méditation, c'était pas une interprétation, mais c'était une méditation. Il m'a dit limite aujourd'hui, tu veux regarder ton livre de compte, regarde ton téléphone, regarde ce qu'il y a dedans. Et ça m'a frappé parce qu'en fait, tu te rends compte qu'avec ton téléphone et avec les réseaux sociaux notamment, tu peux faire énormément de bien, comme tu peux faire énormément de mal. C'est ça. Il y a des personnes qui s'en servent pour du harcèlement, tu as des personnes qui s'en servent pour propager des causes nobles, il y a des personnes qui s'en servent pour encourager, je sais pas, moi, t'as d'autres qui vont s'engager pour combattre justement ces choses, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc où tu peux faire énormément de bien comme énormément de mal. Et en fait, des fois, tu es tellement plongé dedans, malheureusement, où tu te fixes pas de limites. C'est-à-dire, tu vas tellement des fois penser faire le bien que tu te rends pas compte que tu fais le mal en fait. Et ça m'est arrivé, moi, une fois. Tu vois, je suis une personne assez pessimiste dans la vie, et notamment en ce qui concerne les élections législatives qui ont eu lieu. Donc j'ai imposé mon point de vue en story. Et si tu veux, il y a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, Sidi, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Sidi, tu es un peu trop pessimiste. Sidi, pour l'instant, c'est pas ça le combat, tu vois. Et tu vois, je me mets en retrait, je me dis, en fait, elles ont raison quelque part, tu vois. Et je suis prêt à l'accepter, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, tu es trop dedans. Tu n'arrives plus à fixer c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et c'est malheureux. C'est pour ça que moi, je déteste tout ce qui est terme influenceur, créateur de contenu. C'est des trucs que je crache pas sur les personnes qui le sont, loin de là. Mais moi, c'est vraiment un truc qui me fait peur à porter, du moins l'étiquette influenceur, parce que j'aimerais pas influencer quelqu'un, tu vois. Je préfère que si un jour quelqu'un doit être influencé, qu'il aille voir une personne qui peut l'influencer dans le bien, tu vois, et qui sait que cette personne est connue pour cela. Moi, je suis dans mon coin, je fais mes bêtises dans mon coin. J'ai pas envie qu'on vienne dire, ah, c'est dur, tu vois. Ne serait-ce qu'un jour, je fais un truc mal en story et qu'on vienne me voir, on vienne me dire, ouais, Sidi, j'ai recopié ce que t'as fait, tu vois. Tu vas prendre ce fardeau-là. Ouais, c'est un fardeau, c'est une responsabilité, tu vois. C'est une responsabilité, ça veut dire que je vais devoir endosser la bêtise que j'ai fait moi, plus celle que l'autre personne a fait, tu vois, le jour du jugement. Ça peut aller tellement vite et j'essaie de garder cet aspect, tu vois. J'essaie tant bien que mal de garder cet aspect. J'espère pouvoir propager du bien. Du coup, voilà. Ben, merci pour ta franchise. Je parle beaucoup. Mais c'est bien. Je te laisse dire un dernier mot à la caméra. Mon conseil n'est jamais honte d'être vous-même. Soyez fiers d'être vous-même, soyez fiers de votre histoire, de qui vous êtes, de là où vous avez grandi, de votre histoire familiale. Soyez fiers vraiment de tout ce qui vous entoure. Si vous n'êtes pas fiers de vous, une personne peut venir vous dire « je suis fier de toi », mais ça n'aura pas la même saveur que si vous êtes fiers de vous. Soyez fiers de vous et formez-vous à la prise de parole parce que c'est très très important, surtout dans le climat actuel. Alors merci Sidi, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on se retrouve pour un autre épisode avec un nouvel invité. Bye bye. Je peux finir sur un truc? Go. On a beaucoup parlé engagement, que ce soit professionnel, associatif. On a beaucoup parlé problèmes de la France. Et je voulais finir sur un verset du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait.